5 minutes. C'est le temps qu'il faut pour faire décoller 350 avions sur la planète ou pour échanger 23 milliards de dollars sur le marché d'échange. 5 minutes suffisent à remporter une course d'obstacles à Auteuil, à cuire un steak à point ou à Bernard Arnault pour gagner 300 000 euros. Toutes les 5 minutes, 65 millions de SMS sont envoyés et Candy Crush est téléchargé 2850 fois. Toutes les 5 minutes, le monde produit presque 1 milliard de dollars de richesse. Toutes les 5 minutes, notre cœur bat 400 fois. Toutes les 5 minutes, un bébé naît accro aux opiacés aux États-Unis. À Huntington, en Virginie-Occidentale, un enfant sur 5 naît dépendant aux opioïdes. Depuis une vingtaine d'années maintenant, l'Amérique lutte activement contre un nouveau fléau, un problème de santé publique qui préoccupe le gouvernement autant que l'épidémie de Covid-19. C'est la crise des opiacés, qui frappe aveuglément tout le continent nord-américain et qui a déjà fait plus d'1 demi-million de victimes. L'année dernière, les morts par surdose de médicaments opiacés ou dérivés de l'héroïne sont loin devant les morts par arme à feu, 82 000 contre 17 000 aux États-Unis, et le Canada pleure 34 455 victimes. En cause, une véritable boulimie de médicaments opiacés, prescrits légalement et en masse depuis les années 90 par des médecins, soucieux de soulager les douleurs de leurs patients, mais sans rien connaître de leurs effets secondaires ni de la dépendance qu'ils induisent. La situation est devenue incontrôlable et les autorités ne savent plus à quel sein se vouer pour renverser la vapeur. Il y a 4 ans de cela, le gouvernement a traîné l'un des principaux responsables devant la justice. Le laboratoire américain Purdue a été lourdement condamné et a mis la clé sous la porte, mais rien à faire, c'était trop tard. Les Américains étaient devenus dangereusement dépendants aux antidouleurs. Derrière Purdue se cache une famille, une dynastie même, avec qui la justice n'en a pas encore fini. Leur nom est moins célèbre que celui d'un Gates, d'un Walton ou d'un Rockefeller. C'est Sackler. Mais vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux comme de la famille la plus diabolique d'Amérique, sous le nom évocateur d'empereur de la douleur, ou comme les pires dealers de l'histoire. Des expressions qui ne laissent aucune place au doute. En Amérique, comme partout ailleurs, on ne les aime pas beaucoup. Pourtant, leur histoire commençait bien. Purdue Pharma a révolutionné la prise en compte et le traitement de la douleur, et ses fondateurs sont surtout restés célèbres pour leurs combats menés au nom de l'accès aux soins pour tous, ou pour les incroyables collections d'art qu'ils ont généreusement offertes à de grandes institutions culturelles partout dans le monde. Les Sackler ont fait fortune grâce à un médicament révolutionnaire, un best-seller, l'Oxycontin, qu'ils n'ont même pas découvert et qui les a menés des sommets du Gotha new-yorkais directement jusqu'en enfer, au vu de tous et en quelques mois seulement. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des Sackler, ce clan uni autour de 3 patriarches devenus milliardaires qui ont bouleversé le secteur médical dans les États-Unis d'après-guerre. Leurs descendants ont parfaitement appliqué les principes et les méthodes mises au point par leurs aïeux. Ils ont peut-être même exagéré un peu et aujourd'hui, ils doivent affronter face à face les inimaginables conséquences de leurs actions. Prêts à écouter la saga de la famille Sackler ? Juste avant, je tiens à vous parler de notre partenaire NordVPN, l'un des meilleurs VPN sur le marché pour sécuriser votre connexion et débloquer des contenus inédits et pas encore disponibles dans votre zone géographique en géolocalisant votre connexion dans d'autres pays. En ce moment, via notre lien exclusif, vous avez droit à 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Avec NordVPN, protégez vos données et votre anonymat grâce à un chiffrement de qualité et sécurisez vos connexions sur les Wi-Fi publics. En plus, NordVPN bloque les sites malveillants, comme les sites utilisés pour des attaques par phishing, ainsi que les publicités intrusives et les trackers web qui collectent vos données personnelles, tout en vous protégeant des virus et malwares lors du chargement de fichiers. Ne manquez plus vos films, séries et compétitions sportives préférées, même à l'étranger, en changeant d'emplacement virtuel. Faites aussi des économies avec NordVPN en profitant de prix plus avantageux sur vos avions, hôtels, réservations de voitures, abonnements mensuels et même vos jeux vidéo en les achetant depuis une autre zone géographique où les prix sont plus bas. Optez pour le pack avancé et bénéficiez de NordPass, le gestionnaire de mots de passe ultra sécurisé qui stocke vos identifiants et cartes de crédit en toute sécurité, tout en vous alertant si vos données sont compromises. Alors n'attendez plus pour profiter de l'offre exclusive de 4 mois offerts en cliquant sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Vous pourrez dès à présent protéger jusqu'à 6 appareils avec un VPN rapide et facile d'utilisation. Et en plus, vous êtes satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours. Un grand merci à NordVPN de soutenir notre chaîne.
Arthur, Mortimer et Raymond Sackler sont 3 frères, nés autour de la Première Guerre mondiale, 1913 pour l'aîné Arthur, 1916 pour le benjamin Mortimer et 1920 pour le cadet Raymond. Ce sont les enfants d'un Ukrainien et d'une Polonaise qui ont émigré d'Autriche aux États-Unis un peu avant la naissance d'Arthur. La fratrie grandit à Brooklyn et tous les 3 étudient la médecine pour devenir psychiatres. Ils commencent leur carrière de médecin au centre psychiatrique de Creedmoor, dans le Queens, à l'époque l'un des plus grands centres de rétention de malades mentaux de l'État de New York. Pendant son passage à Creedmoor, Arthur se fait connaître pour ses positions révolutionnaires sur le sujet des traitements applicables aux troubles psychiques. La médecine est démunie, les théories freudiennes ne sont d'aucune utilité et les protocoles médicaux les plus courants réservés aux malades sont la lobotomie, les électrochocs ou l'enfermement à vie. Mais Arthur a une intuition qui ne le lâche pas. Pour lui, les troubles sont liés à des déséquilibres chimiques dans le cerveau et il serait donc possible de traiter les pathologies mentales grâce à des médicaments. En 1952, Arthur finance l'acquisition d'un laboratoire, la Purdue Frederick Company, qui fabrique des médicaments à Greenwich Village depuis 60 ans. Il confie l'affaire à ses frères, Mortimer et Raymond, pendant que lui se consacre à sa nouvelle passion, la communication. Il s'offre la Douglas McAdam Agency et la transforme pour en faire le leader d'un nouveau genre de publicité, le marketing médical. Son premier gros client, juste derrière Purdue, c'est le laboratoire Roche. Et son premier succès, c'est la benzodiazépine. C'est une nouvelle classe de sédatifs, antispasmodiques et anxiolytiques découverte en 1957 et mise sur le marché sous le nom de Librium en 1961. Elle est suivie par le Valium en 1963, le Rivotril en 1973 et le Rohypnol en 1975. Arthur s'adresse alors directement à des scientifiques et à des médecins et leur propose d'écrire des articles élogieux sur ses spécialités contre de petits cadeaux sans grande importance, des réceptions, des journées en mer, des bijoux ou des séjours de luxe dans des palaces. Aujourd'hui, on appelle ça du publi rédactionnel, mais à l'époque, ça n'existe pas encore et les lecteurs, même médecins, ne savent pas faire la différence. Arthur monte ensuite une équipe de commerciaux chargés d'aller rencontrer les médecins dans leurs cabinets et dans les hôpitaux pour leur présenter les vertus de ces nouvelles molécules approuvées par leurs pairs et les inciter à les prescrire à leurs propres patients. Et oui, les visiteurs médicaux, c'est son idée, et la voilà la vraie révolution. S'il fallait choisir le moment dans notre histoire où notre santé s'est transformée en business, je dirais que c'est là. Rapidement, les ventes de Valium et de Rohypnol explosent. Évidemment, Purdue Pharma, spécialisé dans les traitements nouvelle génération, va être le premier à bénéficier de la méthode Arthur Sackler. Trop dangereux et trop addictif, la cocaïne, l'opium et la morphine sont interdits aux États-Unis depuis la loi Harrison de 1914. Mais leurs dérivés naturels ou synthétiques comme la codéine, la buprénorphine, le fentanyl et les sulfates de morphine fabriqués par Purdue se répandent rapidement. Quand Arthur s'éteint en 1987, lui et sa famille sont milliardaires, à la tête d'une machine pharmaceutique parfaitement réglée, avec des bureaux et des usines aux 4 coins du pays, et une filiale, Mundi Pharma, qui commercialise le catalogue à l'étranger sur les 5 continents. Il laisse aussi un patrimoine colossal, qu'on disait supérieur à celui des Rockefeller, et de stupéfiantes collections d'art, dont une partie est généreusement remise entre les mains de musées et de galeries dans le monde entier. Et c'est maintenant que la véritable histoire de Purdue commence. En 1991, le laboratoire change de forme juridique et devient une Limited Company, une société à responsabilité limitée. Pour l'occasion, Purdue se transforme en holding qui rassemble 3 filiales, mais elle reste la propriété des Sackler. À ce moment-là, Mortimer et Raymond sont toujours là. Purdue leur appartient, ainsi qu'à leurs enfants qui se joignent à l'aventure. Le conseil d'administration compte 3 des 7 enfants de Mortimer, Hélène, Kathy, David Alphonse et le fils cadet de Ray, Jonathan. Quant à son aîné Richard, il préside Purdue de 1999 à 2017. Arthur aura 4 enfants, mais aucun ne participera aux activités du labo. Au milieu des années 90, la McAdams Agency est vendue, mais Purdue conserve les techniques de marketing qui ont fait son succès. Le laboratoire délaisse un peu les psychotropes et fait des traitements contre la douleur son nouveau cheval de bataille. Les travaux de recherche se concentrent sur une molécule découverte en 1916, l'oxycodone, un antalgique dérivé de l'opium, aussi fort que la morphine et tout aussi addictif, doublé d'un puissant analgésique classé sur la liste des stupéfiants par l'OMS. Pour conquérir le marché, Purdue se lance dans la fabrication d'un nouveau genre d'antidouleur à base d'oxycodone grâce à la libération progressive. Ce nouveau traitement agirait en continu sur 12 heures, au lieu de 6 à 7 pour la molécule simple, et il prend le nom d'oxycontine. Selon la légende, c'est Mortimer qui serait à l'origine de la découverte, et c'est un succès immédiat.
D'abord utilisé comme traitement palliatif destiné aux patients souffrant de cancer ou de maladies dégénératives incurables, il est rapidement vanté auprès des médecins généralistes qui se mettent à le prescrire comme antidouleur à tous leurs patients qui souffrent des dents, d'arthrose, de contusions ou de conséquences de blessures diverses. À aucun moment, les visiteurs médicaux ou la notice qui accompagne le produit ne parlent des effets secondaires, des dangers d'un surdosage ou même de son caractère très addictif. Mais dès la fin des années 90, l'Oxycontin est soupçonné de ne pas tenir ses promesses. Il rend la gestion de la douleur plus difficile, son action ne durerait pas aussi longtemps que prévu, et les patients en manque seraient de plus en plus nombreux à augmenter dangereusement les doses à leur propre initiative. Son utilisation est aussi rapidement détournée pour booster les effets. Certains usagers l'écrasent, en font une poudre qu'ils peuvent sniffer ou s'injecter pour obtenir un effet proche de celui de l'héroïne. Ces reproches, Purdue les entend, mais l'Oxycontin rapporte déjà plus d'$1 milliard en 1999. C'est un triomphe, alors pas question d'abandonner la poule aux œufs d'or. Pour ne pas faire l'objet de restrictions, le labo répond aux inquiétudes en modifiant la formule de son médicament vedette pour le rendre moins facile à écraser. Une bonne idée à première vue, mais qui va se révéler calamiteuse pour les usagers à qui elle impose un sevrage forcé très mal vécu. Pour la plupart, mis devant le fait accompli, les médecins refusent d'augmenter les doses, donnent l'alerte et préconisent déjà les premières mesures de désintoxication. Les patients les plus chanceux, passez-moi l'expression, trouveront de l'Oxycontin sur le marché noir, mais à des prix délirants, $80 le cachet. Les vendeurs clandestins se frottent les mains. Pour les autres, qui n'ont ni réseau ni argent, il est plus facile de céder à l'appel des drogues dures en guise de traitement de substitution. Et voilà comment tout a commencé. Selon l'American Society of Addiction Medicine, 70% des héroïnomans américains actuels ont commencé avec des opiacés prescrits légalement par leur médecin. Entre 2000 et 2015, les ventes ont explosé. L'Oxycontin est 10 fois plus prescrit que l'oxycodone classique. Quoi de plus normal quand les émissaires médicaux de Purdue sillonnent les routes d'Amérique et recrutent des médecins à tour de bras pour en faire la promotion. Et bien sûr, toujours pas un mot sur les effets secondaires. Il y a bien une petite plainte en 2005, vite épongée par le versement de quelques centaines de millions de dollars et rapidement oubliée. Raymond est reçu à l'Élysée en 2013, puis décoré de la Légion d'honneur. Il pense à Mortimer, qui s'est éteint en 2010, alors qu'il venait d'être fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique par Élisabeth II, en remerciement pour le soulagement apporté à l'humanité. En 2015, c'est la consécration. La famille Sackler fait son entrée au classement Forbes avec, à l'époque, une fortune estimée à $13 milliards. L'amour des patriarches du clan pour l'art ne s'est pas arrêté avec les morts d'Arthur et de Mortimer. Dans les milieux artistiques, on les appelle les Médicis des temps modernes, tant ils donnent d'argent aux plus grandes institutions culturelles. On ne compte plus les ailes de musées, les bibliothèques ou les laboratoires universitaires, les studios, les jardins botaniques, les galeries d'art, les immeubles qui portent leur nom en échange de généreuses donations, dont les montants dépassent souvent les 9 chiffres devant la virgule. On compte même un escalator au musée Tate de Londres et un astéroïde. La désormais richissime famille s'est savamment construite une image de bienfaitrice de l'humanité. La générosité dont font preuve les membres du clan pour le partage et le développement des connaissances scientifiques et artistiques, et l'importance de leur action héroïque dans la lutte contre la souffrance humaine les rendent invincibles. Des anges, les Sackler, il ne faudrait quand même pas exagérer. À partir de 2016, on redescend sur Terre et fit ça. Cette année-là, plusieurs études sont publiées qui mettent en avant l'efficacité douteuse de l'Oxycontin et pointent ses effets secondaires, dont la Medical Letter on Drugs and Therapeutics et un rapport accablant de la FDA, l'équivalent de notre Agence nationale de santé aux États-Unis. Elle démontre que la star de Purdue ne présente aucun avantage ni aucune sécurité en plus comparée aux autres traitements antidouleurs disponibles sur le marché. Pire encore, l'action progressive sur laquelle est basée toute la stratégie publicitaire de Purdue n'existe pas et entraîne un manque dangereux chez les patients. Une autre étude du Bureau national de recherche économique confirme les faits et explique que les usagers sont alors tentés d'augmenter les doses ou bien de se tourner vers des produits de substitution interdits, mais plus répandus, comme l'héroïne ou le crack. Enfin, elle prouve le lien direct entre le succès indécent de l'Oxycontin et la forte hausse de morts par overdose depuis 1995 aux États-Unis. Le laboratoire plaide l'ignorance et il est condamné à payer une amende de $24 millions pour mettre fin aux poursuites. Puis un article du Los Angeles Times daté du 5 mai 2016 intitulé « Voulez-vous une description de l'enfer ?» publie les résultats de plusieurs études d'efficacité menées par Purdue avant le lancement de l'Oxycontin et qui prouvent qu'il n'y a pas 12 heures d'action comme le labo l'avait toujours prétendu, mais au mieux 7 à 8. Les Sackler le savaient depuis le début, ils ont bâti leur fortune sur un mensonge. En 2017, ils font encore les gros titres et gagnent les surnoms d'empereurs de la douleur.
Les plaintes s'accumulent par milliers sur les bureaux des procureurs de tous les États, des usagers et leurs familles, mais aussi les États eux-mêmes, des médecins qui estiment avoir été abusés, les autorités de santé et jusqu'à la ville de New York. Des centaines de milliers d'Américains devenus dépendants sont sortis du marché du travail. Consommer est un métier à temps plein, c'est la photographe américaine Nan Goldin qui le dit. Elle a commencé l'Oxycontin en 2014 sur prescription de son médecin et elle a tout de suite été accro. En quelques jours, elle est passée de 3 à 18 pilules par 24 heures. Puis après des mois de lutte à passer toutes ses journées à chercher puis à préparer ses doses, elle fait une overdose de fentanyl, un substitut à l'héroïne. Elle a heureusement été secourue à temps et a pu raconter son expérience. Devant les dimensions que prend le scandale chez Purdue, Richard démissionne de son poste de PDG et cède sa place à Craig Landau. Il veut absolument éviter les poursuites. Il n'hésitera pas à aller jusqu'à la faillite, mais il préfère laisser un autre capitaine échouer le navire. La faillite d'un laboratoire pharmaceutique, ça fait tache sur un CV. Mais ne vous inquiétez pas pour Craig, il sera remercié 2 ans plus tard avec un bonus de 2,5 millions de dollars. En 2018, c'est terminé. Purdue ne pourra pas faire face aux futures sanctions que la justice lui prépare à travers ses milliers de procès en préparation. Il veut négocier un accord. Tous les Sackler, membres du conseil d'administration, sont menacés à titre personnel. Et la perspective de devenir les ennemis publics des Américains, eux qui ont toujours été si populaires, voire même de finir en prison, leur est insupportable. Dans le petit monde de l'art, c'est la consternation. Les musées et institutions qui honoraient le nom de Sackler retirent les plaques et refusent les dons. Tout semble fini. C'est alors que le fantôme d'Arthur réapparaît pour leur donner un coup de main. Le marketing, c'est ça qui va sauver le clan. Menée dans l'ombre par Richard, la famille Sackler fait ce qu'elle sait faire de mieux et se lance dans une nouvelle campagne de communication intensive pour blanchir sa réputation à coups de milliards. Les discours officiels continuent de nier la responsabilité de Purdue dans la crise actuelle. Ses dirigeants refusent de servir de bouc émissaire et, dans les couloirs du labo, on oppose encore des arguments qui font grincer beaucoup de dents. La première cause de la crise serait d'abord la responsabilité individuelle des consommateurs. S'ils ne se laissaient pas aller à franchir les limites, il n'y aura pas d'accident. Je vous laisse juger de la mentalité qui anime les équipes de Purdue. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas le seul responsable. En effet, d'autres laboratoires comme Johnson & Johnson ou Teva ont eux aussi été condamnés pour pratiques publicitaires trompeuses. Mais le lien entre le lancement de l'Oxycontin et le début de l'épidémie d'overdose est trop clair pour qu'on l'ignore. Bon, d'accord, Purdue est en cessation de paiement, mais tout ça peut encore servir. En 2019, les actifs du groupe représentent environ 12 milliards de dollars, dont la filiale mondiale Mondi Pharma, valorisée à 1,5 milliard. Richard souhaite se mettre sous la protection de l'article 11 de la loi américaine sur les faillites, ce qui pourrait lui permettre de gagner du temps. Purdue Pharma deviendrait une fiducie publique dont tous les bénéfices iraient aux victimes. Mais, avant de rendre les clés, il veut réorganiser le laboratoire, abandonner le traitement de la douleur pour l'orienter vers la recherche et la production de remèdes contre l'addiction et des substituts aux drogues dures ou des remèdes à l'overdose. Ces nouveaux médicaments seraient distribués gratuitement ou vendus à prix coûtant. Il accepte même de céder ces nouvelles molécules en cours de développement et d'abandonner ses brevets. La famille propose de compléter la cession totale des actifs avec un don personnel de 4,5 milliards de dollars et promet de tout faire pour essayer de réparer les ravages causés par ces activités. Avec un tel accord, les accusés, Richard et son frère, ses neveux, nièces et les enfants, espèrent échapper à d'interminables poursuites et à une ruine certaine. Heureusement, l'accord est accepté par la majorité des créanciers et validé le 21 octobre 2020 entre Purdue, les Sackler et le département américain de la justice pour 8 milliards de dollars. Mais le soulagement est de courte durée car 3 semaines et demie plus tard, l'accord est annulé par la juge Colleen McMahon qui estime que l'immunité dont va bénéficier la famille est injuste pour les victimes et qu'elle les prive de leur droit à les poursuivre. Le clan a fait appel et depuis, aucun accord n'a pu être mis en place. La dernière version date de mars 2022. Elle prévoit cette fois que la famille verse 6 milliards de dollars au lieu de 4,3 milliards pour que les 9 derniers plaignants, 9 États, donnent enfin leur accord. Mais rien n'est joué. Depuis le début de cette vidéo, 3 bébés sont nés dépendants aux opiacés et une personne a succombé à un surdosage. L'Oxycontin est toujours en vente, mais la notice a été un peu modifiée. Dorénavant, on peut y lire « L'utilisation répétée d'Oxycontin peut entraîner une dépendance, des abus et conduire à un surdosage potentiellement mortel ». Pour entrer un peu plus dans les détails et sonder comme il faut la personnalité des Sackler, une seule vidéo ne suffit pas.
Netflix a pensé à vous avec une nouvelle série en 6 épisodes intitulée Painkiller, qui revient sur les origines de la crise avec Matthew Broderick dans le rôle de Richard Sackler. Mais il faudra attendre la sortie prévue en août prochain. Les moins patients pourront aller voir le film documentaire réalisé par Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, Lion d'or à Venise en 2022, et qui raconte le combat de Nan Goldin contre le clan Sackler. C'est un peu long, mais très instructif et très émouvant. Revenez nous dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous-même ou l'un de vos proches avez fait l'expérience de l'oxycontine. Si vous avez envie de la partager, racontez-nous dans les commentaires ou venez échanger avec les autres membres de la communauté sur nos autres réseaux. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire NordVPN en cliquant sur le lien et de bénéficier de 4 mois offerts. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec NordVPN. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous laisser un like et à la partager. Et nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.